Imaginez si l'hiver dans les grandes plaines tombait à moins 34,4 degrés Celsius et ne s'arrêtait jamais, sans murs, sans abri, juste le vent, la glace et de vastes prairies ouvertes. Néanmoins, un seul type d'habitation gardait des familles entières au chaud pendant des nuits qui auraient autrement été fatales. Le tipi, une structure façonnée par la nature et conçue pour la survie. Les constructeurs amérindiens l'ont perfectionné. Comment ont-ils conçu une habitation capable de retenir la chaleur au milieu du froid le plus mortel du continent? Explorons les principes scientifiques intégrés au tipi. L'hiver dans les grandes plaines n'était jamais statique. Un jour, un vent coupant pouvait souffler du nord. Puis, le lendemain, il pouvait changer brusquement, balayant les vastes plaines avec un froid intense qui pénétrait tout sur son passage. Pour les peuples autochtones habitant cette région, le terrain n'était pas statique et le climat était imprévisible dans un monde où les températures pouvaient chuter inopinément à moins 34,4 degrés Celsius. La survie reposait sur un principe fondamental. Si votre habitation ne pouvait pas se déplacer, vous ne pouviez pas survivre. Le tipi est né de cette compréhension. Ce n'était pas un abri permanent destiné à rester immobile pendant de longues périodes. C'était plutôt une entité mobile, une résidence conçue pour accompagner les mouvements de la vie. Les sources de nourriture se déplaçaient, les réserves d'eau changeaient, les bisons migraient et par conséquent, les gens devaient aussi se déplacer. Les vastes troupeaux de bisons formaient le cœur de l'écosystème des plaines, surtout en hiver. Leurs mouvements saisonniers déterminaient la distinction entre subsistance et famine. Une famille restant trop longtemps au même endroit pourrait bientôt se retrouver entourée non pas d'abondance, mais de calme et de neige. La portabilité n'était pas seulement pratique, elle était essentielle à la survie. Par conséquent, chaque aspect du tipi devait faciliter le mouvement. La solide structure de poteaux était intentionnellement choisie pour sa robustesse et son poids minimal. Des troncs d'arbres longs, droits et uniformes pouvaient être collectés, façonnés, traités et réutilisés pendant de nombreuses années. Ils possédaient une résilience suffisante pour supporter les coups de vent, tout en étant suffisamment légers pour que les femmes puissent les soulever, les positionner et les fixer rapidement sans effort. Dans de nombreuses tribus, les femmes étaient les architectes de la mobilité, perfectionnant l'art d'ériger une habitation en quelques minutes seulement, et de la démonter encore plus rapidement. La couverture en peau était tout aussi fonctionnelle. Les peaux de bison offraient isolation et résilience, tout en étant suffisamment souples pour être roulées, fixées et transportées sur de considérables distances. Une famille pouvait charger un tipi complet sur 2 chevaux avec un travois, transformant ce qui semblait être une résidence fixe en une collection compacte d'équipements de survie transportés à travers les plaines. La rapidité de cette transformation était cruciale. Une altération des conditions météorologiques ou un changement dans la migration des bisons pouvait nécessiter un départ en 60 minutes. Une structure encombrante et lourde était synonyme de mort certaine. La portabilité influençait également la perception du paysage par les gens. Ils interprétaient les motifs des nuages, l'orientation de la végétation et les habitudes migratoires de la faune. Ils découvraient les endroits où les bassins fluviaux gelaient prématurément et où la neige fondait tardivement, ainsi que les endroits où le vent sculptait des routes naturelles à travers les plaines. Ces indicateurs les informaient du moment optimal pour se déplacer, de la distance à parcourir et de la direction offrant la sécurité. Un tipi devait offrir plus que de la chaleur. À l'approche d'une tempête, les préparatifs étaient essentiels. Une famille pouvait démonter tout son campement et parcourir plusieurs kilomètres jusqu'à une zone élevée plus sûre, tandis que les troupeaux de bisons commençaient leur migration vers le sud. Le groupe suivait alors, transportant ses habitations, et à un autre changement de temps, il se déplaçait encore. Ce mouvement continu exigeait une efficacité remarquable. Les poteaux étaient positionnés avec précision, les peaux d'animaux étaient pliées selon des angles spécifiques et les cordes étaient attachées pour résister aux coups de vent, mais pouvaient être rapidement défaites si nécessaire. Habiter dans un tipi signifiait exister en harmonie avec l'environnement naturel. L'abri ne s'opposait pas à la nature, mais se déplaçait avec elle, s'aidant, s'élevant, l'accompagnant et s'ajustant. Pendant les mois d'hiver les plus rigoureux, les plaines étaient impitoyables envers tout ce qui était stationnaire. Pourtant, une habitation mobile offrait un moyen d'échapper au froid, de trouver de la subsistance et de prévenir les dangers. Cela représentait la clé principale de la survie du tipi.
Avant de fournir de la chaleur, ils maintenaient la vie grâce à des déplacements constants. Une fois que les habitants eurent perfectionné l'art de la mobilité, ils purent relever le défi suivant: sélectionner les ressources appropriées pour endurer tout ce que l'hiver à venir apporterait pendant les saisons de grand froid des grandes plaines. Où les températures pouvaient chuter à moins 30 degrés Celsius ou même plus bas, la survie allait au-delà de la simple recherche d'un refuge. Elle impliquait de sélectionner soigneusement les bons composants pour construire une habitation capable de repousser le froid mortel. Pour les communautés autochtones des plaines, la construction d'un tipi transcendait le simple art. Elle constituait un acte vital de préservation. Chaque matériau sélectionné, chaque pièce de bois, chaque peau d'animal et chaque fibre de tendon représentait un choix délibéré, garantissant une isolation au milieu de l'un des environnements les plus froids et impitoyables de la planète. La première substance à prendre en compte était la peau de bison. Cependant, l'avantage stratégique de la peau de bison ne provenait pas uniquement de sa densité ou de sa capacité à offrir une protection contre le vent, mais plutôt de ses caractéristiques thermiques spécifiquement, de la manière dont elle réagissait à son environnement. À mesure que la température ambiante diminuait, la peau de bison se resserrait intrinsèquement, renforçant ainsi sa prise sur la structure et minimisant toute ouverture par laquelle l'air froid pourrait pénétrer. Les huiles naturelles de la peau, associées à sa texture compacte, en faisaient une barrière thermique inhérente. Elle retenait efficacement la chaleur à l'intérieur, tout en obstruant les rafales glaciales à l'extérieur. Néanmoins, même les peaux d'animaux les plus robustes se seraient avérées inefficaces si elles n'étaient pas combinées à une structure appropriée. Le pin contorta, étant à la fois léger et linéaire, est apparu comme le composant idéal pour la structure squelettique du tipi. Ces arbres particuliers étaient sélectionnés en raison de leur souplesse et de leur résilience, leur permettant de fléchir et de s'adapter sous la force de la neige et du vent sans se fracturer. Après avoir été abattus et façonnés en poteaux, ils constituaient la structure fondamentale du tipi. Ce réseau complexe de supports maintenait non seulement l'intégrité de l'habitation, mais facilitait également la circulation interne de l'air, garantissant une distribution uniforme de l'air chaud et sa rétention à l'intérieur de l'enceinte. Le processus allait au-delà de la simple construction. Il impliquait d'harmoniser les matériaux choisis avec l'environnement naturel. Par la suite, le tendon est apparu, composé de filaments semblables à des tendons, provenant du bison et du cerf. Le tendon possède une résistance à la traction exceptionnelle, et sa caractéristique de se contracter lorsqu'il est exposé à de basses températures aidait à renforcer la construction du tipi. Contrairement aux cordes contemporaines, artificielles, qui peuvent se rompre sous la tension, le tendon réagissait aux conditions climatiques. À mesure que la température diminuait, le tendon devenait plus tendu. La fixation des peaux d'animaux et de la structure formait une barrière étanche, résistant aux coups de vent hivernaux persistants. À l'intérieur du tipi, les revêtements de sol étaient tout aussi vitaux pour la survie. De l'herbe, des aiguilles de pin et de la mousse étaient recueillis pour former la première couche isolante. Fonctionnant comme un tapis thermique, ces matériaux aidaient à retenir la chaleur émanant du feu et empêcher le froid de remonter du sol. Cependant, la survie impliquait plus que la simple rétention de la chaleur. Il s'agissait plutôt de diriger la chaleur vers les zones où elle était la plus essentielle. Chaque composant du tipi contribuait à un système global conçu pour réguler la dispersion thermique. La forme et la construction du tipi avaient une importance comparable aux matériaux eux-mêmes. Sa conception circulaire et conique n'était pas uniquement esthétique. Elle était plutôt conçue pour optimiser la circulation de l'air, guidant l'air chaud vers le haut et permettant à l'air plus frais de descendre vers le sol, d'où il était expulsé. La méthode de superposition des matériaux et le plan structurel établissaient un mécanisme efficace de rétention de la chaleur, garantissant que l'espace intérieur du tipi restait chauffé, même au milieu des tempêtes les plus rudes. Pourtant, il ne s'agissait pas seulement de construire le tipi, cela impliquait de comprendre le lien entre les ressources et leur environnement. Le monde naturel offrait plus qu'un simple refuge, il servait d'instructeur, de mentor que les tribus des plaines apprenaient à écouter. Il comprenait comment les composants interagissaient avec le terrain, comment les peaux d'animaux réagissaient aux basses températures, et comment la structure pouvait supporter la puissance des coups de vent et des chutes de neige. À chaque choix, ils affinaient
aiguiser et perfectionner leur méthode pour ériger une habitation capable de résister aux conditions hivernales les plus rigoureuses. Lorsque le premier blizzard frappait, ce n'était pas seulement le froid qui mettait en péril l'existence. Le vent représentait également une menace. Les violentes bourrasques qui traversaient les vastes plaines apportaient avec elles une force assez puissante pour déchirer même les peaux d'animaux les plus épaisses, et les constructions les plus robustes se révélaient insuffisantes face à des vents capables de les déchirer en quelques instants. Cependant, pour les habitants des plaines, cela ne représentait pas une difficulté nouvelle. C'était un obstacle qu'ils avaient surmonté. Et le tipi, leur instrument de survie primordial, servait de solution aux coups de vent rugissants, aux chutes de neige importantes et au froid mordant. La configuration du tipi n'était pas fortuite. Elle constituait plutôt une réaction méticuleusement planifiée aux forces rudes de la nature. La caractéristique la plus proéminente du tipi est sa forme conique, et ce n'était pas un choix aléatoire. En effet, la structure effilée du tipi était l'élément fondamental pour endurer les hivers rigoureux. Ses côtés fortement inclinés et son sommet pointu fonctionnaient comme un déviateur de vent, obligeant les violentes bourrasques à s'écouler au-dessus du tipi au lieu de le frapper de plein fouet. Dans un environnement où le vent pouvait ressembler à un outil offensif, la forme du tipi servait d'appareil de protection. L'inclinaison des parois formait une barrière contre le vent, redirigeant les courants d'air vers le bas et loin de la zone d'habitation interne. En réduisant la surface exposée au vent, le tipi rendait plus difficile l'infiltration de l'air glacial. Cette construction simple, mais remarquablement efficace, réduisait la probabilité de gelure pendant ces hivers longs et rigoureux. Cependant, le simple fait d'obstruer le vent s'est avéré insuffisant. Les habitants des plaines avaient besoin d'une méthode pour contrôler la chaleur interne. La forme aérodynamique du tipi ne représentait que la première étape de sa construction ingénieuse. À l'intérieur, l'air chaud généré par le feu nécessitait une circulation et une distribution uniforme dans toute la zone. La structure interne conique du tipi offrait la configuration idéale pour cela. Alors que la chaleur montait du foyer central, la forme du tipi facilitait son mouvement ascendant, la guidant ensuite à descendre doucement le long des parois. Ce mouvement circulaire générait un courant de convection naturel, garantissant que la chaleur était retenue à l'intérieur du tipi et que son intérieur restait chauffé. Même lorsque les températures extérieures chutaient à des niveaux dangereux, les volets de fumée positionnés au sommet du tipi servaient à plus qu'une simple fonction de ventilation. Au lieu de cela, ils constituaient un composant crucial du système de gestion thermique, fonctionnant comme des sorties de fumée pour permettre l'évacuation de la fumée. De manière cruciale, cela se produisait sans perte de chaleur significative. L'effet Venturi, résultant de la conception du tipi, aspirait la fumée vers le haut et vers l'extérieur, préservant simultanément la température interne. Pendant les coups de vent exceptionnellement violents, ou les périodes de vent excessifs, ces volets étaient réglables, permettant de réguler le flux d'air par la constriction ou l'expansion de leurs ouvertures. Cela permettait aux habitants du tipi de maintenir une température de feu constante, même au milieu des conditions météorologiques les plus défavorables. Une telle maîtrise du mouvement de la fumée et de l'air n'était pas seulement une commodité, mais un facteur critique de survie. Au-delà de la gestion thermique, la configuration du tipi aidait également au contrôle de l'humidité. L'air froid et sec descendait naturellement vers la base du tipi, tandis que l'air plus chaud montait. Cette stratification inhérente de l'air chaud et froid maintenait une température stable. Cela empêchait les pertes thermiques et garantissait que les résidents pouvaient se reposer sans être dérangés par le froid toute la nuit. L'entrée basse du tipi représentait un élément crucial supplémentaire dans cette régulation thermique. Maintenir une porte compacte et basse signifiait que l'air froid était confiné à la section inférieure du tipi, tandis que l'air plus chaud restait près des occupants. À l'intérieur, cette conception simple mais efficace garantissait que la chaleur persistait à l'élévation où elle était la plus essentielle, spécifiquement autour des quartiers de couchage. Le sol du tipi servait de principale barrière protectrice. Le froid du sol avait le potentiel de s'infiltrer vers le haut, aspirant la chaleur des corps de ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Pour contrecarrer cela, le sol était recouvert de couches de substances organiques telles que l'herbe, les aiguilles de pin et la mousse. Ces matériaux n'étaient pas simplement dispersés, ils étaient plutôt positionnés avec soin.
Cela formait un système isolant multicouche qui captait la chaleur montant du feu tout en repoussant simultanément le froid du sol. Considérez-le comme un système rudimentaire, naturel, de chauffage par le sol radiant. Les couches de matériaux organiques fonctionnaient comme une éponge thermique, absorbant la chaleur du feu et la retenant près du sol, son emplacement le plus crucial. Cependant, l'isolation ne se concentrait pas uniquement sur le sol. Les zones de couchage étaient conçues avec un objectif identique: maintenir la chaleur là où elle était le plus nécessaire. Fréquemment, des plateformes de couchage étaient construites, légèrement surélevées au-dessus du sol. À partir de fagots de branches ou d'herbes entrelacées, cette plateforme surélevée a eu un impact significatif, permettant à l'air chaud du feu de circuler en dessous et maintenant les occupants bien au-dessus du sol glacial, qui aurait pu imprégner la terre. Les individus se serraient les uns contre les autres et la chaleur collective, émanant des corps de ceux qui se trouvaient à proximité, générait une couche thermique modeste mais vitale à l'intérieur du tipi. Cela représentait une approche communautaire qui exploitait la chaleur corporelle inhérente au groupe. Pour améliorer davantage la rétention thermique, les parois du tipi, construites à partir de peaux d'animaux étroitement ajustées et de matériaux isolants, tels que la tourbe et des chutes de tissu, étaient un autre élément crucial pour exclure le froid. La tourbe, une substance provenant directement du sol, offrait une barrière protectrice qui non seulement bloquait les rafales de vent, mais retenait également la chaleur interne. Des peaux d'animaux robustes, tendues sur la structure, rendaient l'habitation imperméable aux éléments et collaboraient avec la tourbe pour établir une double strate de protection contre l'air extérieur glacial. Une superposition accrue équivalait à une résistance thermique supérieure, et chaque strate fonctionnait de manière cohérente pour maintenir la température intérieure. Néanmoins, le composant primordial du climat intérieur du tipi était le feu. Le foyer central servait de cœur au tipi, un fournisseur d'éclairage et de chaleur, capable de soutenir une famille à travers les températures nocturnes les plus rigoureuses. Cependant, la manière dont le feu était géré, son positionnement, son matériau combustible et la dynamique de la circulation de l'air qui l'entourait revêtaient une importance égale à celle du feu lui-même. À l'intérieur du tipi, le foyer n'était pas simplement situé au centre, contrairement à la croyance populaire,